Qui aurait cru qu'un jour, l'Église catholique du Congo-Brazzaville mettrait sur pied une entité d'intelligentsia congolaise, 141 ans après l'évangélisation du Congo. Cette institution va regrouper une couche juvénile fraîchement sortie du lycée pour embrasser une carrière académique. Il s'agit bien évidemment de l'Université catholique du Congo-Brazzaville, UCCB en sigle. Et nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission Face aux chrétiens le président de cette université catholique, l'abbé Olivier Massamba Lubelo, qui est le premier président de cette université qui va ouvrir ses portes le 10 octobre prochain. L'abbé Olivier Massamba Lubelo, bonjour. Bonjour mon cher Lyon Chanel. La question de curiosité est celle de savoir qui est l'abbé Olivier, d'où vient-il, il est de quel diocèse, à quel moment il prend les charges de cette université catholique du Congo-Brazzaville. Je suis prêtre du diocèse de Kinkala depuis que le diocèse de Kinkala a été créé, mais à l'origine j'étais prêtre du diocèse de Brazzaville. J'ai été ordonné prêtre le 28 juin 1981 par Monseigneur Barthélemy Batantou, d'heureuse mémoire, en même temps que deux autres confrères, Joachim Babingi, paix à son âme. Il y a Joachim décédé il y a 3 ans, et puis Albert Nkumbu. Donc nous étions 3 prêtres ordonnés ce jour-là. Puis quand le diocèse de Kinkala a été créé, j'ai demandé mon incardination dans le diocèse de Kinkala. J'ai été recteur du grand séminaire de philosophie Georges Firmin Singa en 1995 à Brazzaville. Puis, quand la guerre civile de 1998 est tombée sur Brazzaville, je suis parti du Congo pour le Cameroun, où j'ai été enseignant de philosophie à l'Université catholique d'Afrique centrale et en même temps vice-recteur là-bas. Et c'est comme vice-recteur que j'avais été chargé du projet de création au sein de l'Université catholique d'Afrique centrale de l'Institut supérieur de technologie, qui s'appelle aujourd'hui UCAC-ICAM. C'était une belle collaboration avec l'ICAM de Lille et avec le soutien de Total et du ministère de l'enseignement supérieur ici. Donc on a pu établir l'Institut supérieur de technologie, UCAC-ICAM, ici à Pointe-Noire pour le premier cycle et ensuite le cycle d'ingénieur à Douala. Bref, je suis arrivé à Yaoundé, donc fuyant la guerre ici, en 1999. Et j'y suis resté enseignant et vice-recteur jusqu'en 2005. En 2005, après quelques brouilles ou tiraillements entre la conférence épiscopale du Congo et puis celle du Cameroun au sujet de la nomination d'un recteur là-bas, je suis reparti en Europe, mais avant cela, j'avais proposé aux évêques du Congo qu'ils créent une université catholique dans notre propre pays. Et c'est ici à Pointe-Noire que j'étais venu rencontrer les évêques, qui avaient accueilli l'idée avec joie et qui m'avaient donné le mandat de mener ce projet pour qu'il puisse aboutir. À l'époque, Monseigneur Lupertola Mbouyou, président de la conférence épiscopale. Non, à l'époque, en 2000, ça je parle de 2005, à l'époque, Monseigneur Louis Portola Mbouyou venait d'être, il était évêque de Kinkala, effectivement, il était évêque de Kinkala. Il était président de la conférence épiscopale, oui, effectivement. Et il m'a donné donc le mandat, avec ses pairs évêques, de mener ce projet
en partant en France et de rencontrer des personnes qui pouvaient nous soutenir pour que ça puisse marcher. Et en France, j'ai eu l'heureuse occasion de retrouver un de mes anciens recteurs de la Cato de Lyon, Monseigneur Gérard de Foix, qui nous a énormément aidés parce qu'il nous a fait prendre contact avec M. Michel Consu, qui est un ancien directeur du Fonds monétaire international. Monsieur Consu et Monseigneur de Foix, moi nous sommes venus ici à Brazzaville, enfin ici au Congo, à Brazzaville en 2008, rencontrer les autorités congolaises pour leur soumettre l'idée de la création d'une université catholique du Congo. Et M. Consu avait même été rencontrer le président de la République à Oyo pour lui soumettre ce projet. Et en 2008, le président de la République avait donné son accord de principe pour soutenir financièrement et matériellement la création de cette université. Chemin faisant, d'une université qui aurait commencé par une faculté de droit et une école de gestion, nous avons abouti à la mise en place d'une faculté de sciences et technologies à la demande de nos partenaires pétroliers, Total, Chevron et la SNPC. Et pourquoi ce changement? À l'époque, les amis pétroliers nous disaient ceci: nous voulons bien financer une université, mais nous ne sommes pas des philanthropes, disait-il. Notamment, c'est un ami de Total qui disait cela. Nous voulons avoir notre intérêt dans l'affaire et une faculté de sciences et technologies avec des enseignements en chimie, en géologie. Ça profitera énormément aux entreprises pétrolières. Et puis nous nous sommes dit, chiche, on va commencer par ça, on va commencer par le plus difficile. Hein. C'est pas facile de créer une faculté de sciences avec des laboratoires. Et donc l'idée est partie comme ça, et puis elle a été mise en œuvre petit à petit. Et c'est en 2000, le 11 décembre 2015, vous voyez, nous sommes partis de très loin, en 2008, la première conférence que nous avions faite à Brazzaville, c'est le 11 décembre 2015 que le président de la République est venu faire pose la première pierre de cette université, ici même à Liambo. Et nous attendions qu'au bout de 3 ans, Total, qui est le maître d'ouvrage, remette les bâtiments à l'université. Puis les choses ont traîné, il y a eu beaucoup d'aléas, ainsi de suite. Et c'est finalement cette année seulement, 2024, que nous sommes arrivés ici pour l'ouverture de la première faculté, qui est la faculté donc, de sciences et technologies, qui a ouvert donc, le 19 mars 2024. Vous sortez du Cameroun, de Yaoundé fraîchement, vous tombez sur les expériences de là-bas qui vous ont beaucoup marqué certainement. Vous proposez l'idée aux évêques de créer l'université catholique. Alors, comment est-ce qu'ils ont reçu cette idée? Est-ce qu'ils ont également constaté qu'il y avait manque ou encore il y avait cette nécessité de créer ou de mettre sur pied cette université? Voilà pourquoi ils avaient accepté. Tout à fait, tout à fait. Ou c'était pour d'autres raisons? Non, non, non. Il faut nous souvenir que l'Église catholique avait été éjectée de l'enseignement au Congo en 1965. Toutes les écoles confessionnelles, d'ailleurs, avaient été nationalisées. Ça a été un désastre pour notre pays, un grand désastre, dont nous ne sommes pas encore complètement sortis. On avait de grands lycées, le lycée Chaminade, le Javoué, et puis certaines écoles ont été rétrocédées quand même. Elles ont été rétrocédées, oui. Le grand lycée Javoué a été rétrocédé. Bref, mais il y a eu quand même beaucoup de casses, notamment dans la formation des enseignants, dans la discipline des enseignants, et puis les classes sont pléthoriques. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et l'Église, profitant donc du renouveau de la conférence nationale, a pensé qu'il était bien de revenir sur le domaine de l'enseignement.
Et si elle avait repris l'enseignement au niveau des collèges et des lycées, il fallait bien que la marche se poursuive jusqu'à l'enseignement supérieur. Et donc pour eux, c'était tout à fait normal que l'Église qui est au Congo puisse avoir au moins une université catholique. Je rappelle que dans des pays qui sont démographiquement plus puissants que le nôtre, comme la République démocratique du Congo, il y a plusieurs universités catholiques. Il n'y en a pas qu'une seule. Et nous n'avions aucune. Donc ils ont très bien accueilli ce projet. Et ils m'ont donné donc, le mandat de le mener en lien avec d'autres universités, notamment l'Université catholique de Lille, où nous avons fait plusieurs visites pour comprendre un petit peu comment peut tourner une faculté de sciences et les laboratoires notamment. Donc, je reviens donc à cette rencontre des évêques et du président de la République, au cours de laquelle le président s'était engagé à donner donc son appui pour la création de ce projet. Et finalement, il a demandé aux sociétés pétrolières qui étaient donc Total, Chevron et SNPC, qui exploitaient le gisement de Moho Nord, d'affecter des fonds sur la réalisation de ce projet. Et nous avons bénéficié de 17 millions de dollars pour la création de cette université. Et le plan initial, c'était de commencer par une faculté de sciences avec les bâtiments y afférents, bâtiments pédagogiques, laboratoires, des bâtiments administratifs, une bibliothèque, un auditorium, des résidences d'étudiants, avec également un restaurant universitaire. Au fil du temps, beaucoup de choses ont malheureusement été supprimées, notamment les résidences d'étudiants qui n'existent pas actuellement. Le restaurant universitaire n'existe pas. Nous sommes ici dans le foyer des étudiants qui sert pour l'instant de restaurant universitaire. L'auditorium n'existe pas non plus. Donc pourquoi les avoir supprimés alors le maître d'ouvrage Total nous a fait savoir que au fil du temps, dans la gestion des fonds, ainsi de suite, la demande du projet était bien plus lourde financièrement et que les fonds étaient insuffisants. Toujours est-il que le président de la République avait demandé que soient affectés 5 millions de dollars supplémentaires pour que les résidences d'étudiants soient réalisées. Et ça a été une bonne chose. Malheureusement, pour l'instant encore, ces résidences ne sont pas réalisées. Bon, ça, ce sont des choses malheureuses, mais qui doivent se régler, notamment entre la République et les sociétés pétrolières, pour que nous ayons des résidences d'étudiants sur place. Parce que c'est impensable d'avoir un si beau lieu sans résidence d'étudiants, et que tous les étudiants viennent de la ville. De même, nous n'avons pas encore de restaurant universitaire, ni d'auditorium. Bon. Toujours est-il qu'avec ce que nous avons ici comme bâtiment pédagogique et administratif, nous avons pris sur nous de lancer l'année universitaire le 19 mars, comme je l'ai dit. C'était le jour de la fête. Pourquoi ce retard-là? Est-ce qu'on a voulu prendre le risque de lancer l'université? Le retard est dû au fait que nous attendions un fonds de démarrage, pour nous équiper en matériel nécessaire pour le bon fonctionnement, des véhicules, des moyens informatiques, ordinateurs. On n'a pas encore de salle informatique comme il se doit. Ces moyens, vous les attendez de la conférence épiscopale? Non, nous les attendions au départ de nos partenaires, donc de l'État, de la République et puis des sociétés pétrolières. Mais il est évident que la gestion de l'Université catholique du Congo-Brazzaville repose sur les évêques, sur la conférence épiscopale. Donc ils ne peuvent pas se dédouaner en disant simplement que la République va nous affecter les fonds. Il faut que
la conférence épiscopale prenne le taureau par les cornes pour que cette question soit résolue. C'est leur université pour les enfants de la République. Alors, vous démarrez à l'université en mars 2024, donc cette année qui s'écoule déjà d'ici peu, la première promotion, je rappelle. Alors, quelle est la difficulté que vous rencontrez quand vous recevez pour la toute première fois ces étudiants dans votre faculté? Parce que quelque part, on dirait que la faculté a démarré, ou sinon l'université, on va le dire comme ça, a démarré dans une paroisse au lieu qu'elle ne démarre ici même, à l'université catholique. C'est vrai que nous avons commencé les 2 premières semaines de cours à l'école qui est à la paroisse Christ-Roi de Luangili. Nous avions rencontré l'archevêque de Pointe-Noire, Monseigneur Abel Lilouala, pour lui faire part de notre ferme intention de démarrer l'année, parce que si elle ne démarrait pas, tout était compromis. Les étudiants avaient fait le concours d'entrée à l'université, puisque l'entrée se fait sur concours, enfin, disons test, après bac. Donc ils avaient fait ce test en août 2023, pour une rentrée qui était prévue en octobre 2023. En octobre, nous n'avions pas encore les moyens matériels et financiers. Nous disions, bon, on va encore bousculer nos partenaires pour que nous ayons ces moyens. Et puis, en mars, nous nous sommes dit, nous n'avons pas les moyens, mais si nous ne démarrons pas, nous allons compromettre l'avenir immédiat de ces étudiants qui attendent depuis le mois d'octobre. Et nous sommes déjà en mars. Donc, il nous faut lancer l'année. Et nous avions donc cette dernière fenêtre du mois de mars que nous permettait le système LMD pour commencer une année en mars afin qu'elle s'achève en décembre. Est-ce qu'il y avait une certaine pression des parents qui attendaient que les enfants démarrent? Oui, bien sûr qu'il y a la pression des parents et des étudiants, mais la première pression, c'est notre responsabilité vis-à-vis des parents et des étudiants. C'est notre responsabilité. L'Église ne peut pas se permettre de dire à des jeunes, nous allons faire une rentrée, et qu'au dernier moment, ils disent, nous n'en avons pas les moyens. Non, ce n'est pas sérieux. Ça n'aurait pas été sérieux. C'est pour éviter la honte, tout simplement? Pas pour éviter la honte. Non, ce n'est pas une question de honte. Sans moyens, c'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité. Un parent ne peut pas engager l'avenir d'un enfant et puis le laisser tomber comme ça. Donc c'est une question de responsabilité. Oui, il y aurait eu la honte, mais la honte, c'est pas un bon sentiment. Mais c'est vraiment la responsabilité de l'Église de donner à des jeunes la possibilité de faire des études, d'autant plus que nous avions organisé un concours, un test de recrutement. Donc nous avons commencé 2 semaines à l'église Christ-Roi de Luangili, à l'école Christ-Roi de Luangili. Et au bout de 2 semaines, évidemment, nous nous sommes rendus compte que nous étions à l'étroit, puisqu'il fallait aussi commencer avec des expérimentations en laboratoire. Nous avions ici les laboratoires qu'il fallait. Et donc nous sommes venus ici. Le 8 avril, nous sommes arrivés ici, pratiquement, 3 semaines après, pour commencer donc les cours, avec les difficultés de transport que nous avons résolues grâce à l'appui du grand chancelier de l'université, Monseigneur Toussaint Foumané, qui est l'évêque de Lolizy. Donc c'est lui qui est maintenant le grand chancelier en remplacement de Monseigneur Miguel Olaverri. On a très bien commencé l'année avec 60 étudiantes et étudiants. La joie, la belle surprise, c'est qu'il y a plus de filles à la faculté de sciences que de garçons. Alors que vous vous attendiez à ça dès le départ? Non, franchement non. Franchement non. J'ai été surpris agréablement parce qu'on me disait, oui, mais vous aurez du mal à voir les filles, il faut donner la chance aux filles, les filles ne font pas les sciences. Et là, nous avons plus de filles que de garçons. Et les filles sont performantes. Elles sont performantes, ça c'est extraordinaire. Donc nous avons commencé cette première année avec les difficultés qui sont les nôtres. Elles sont réelles, hein, financièrement, matériellement. Mais nous avons une très bonne équipe d'enseignants. Nous avons une quinzaine d'enseignants. Nous avons quelques permanents, mais la plupart d'entre eux sont des prestataires qui viennent de la ville ou de Brazzaville pour assurer des enseignements ici. Ça se passe bien. Et donc, cette année universitaire va s'achever en décembre. D'accord. Et en octobre
de cette même année, nous allons accueillir la deuxième promotion d'étudiants. Nous avons déjà organisé deux tests. Nous avons une soixantaine d'étudiants qui sont retenus pour arriver ici. Mais nous allons organiser un troisième test le 21 dans quelques septembre. jours, le 21 septembre, oui, donc dans 6 jours, pour donner la chance aux derniers étudiants d'arriver ici. Voilà. L'abbé Olivier, quels sont les objectifs assignés à cette université? Les évêques vous diront ces choses mieux que moi, mais enfin, ce qu'ils voulaient, c'est ceci: permettre à des étudiants congolais de faire de bonnes études chez eux au Congo. Parce que le mythe, c'est qu'on ne peut faire de bonnes études que quand on part à l'étranger. Et il est vrai que pendant de nombreuses années, notre système d'enseignement supérieur avait été un petit peu enrayé parce que nous n'avions qu'une seule université, l'université Marie-Ngouabi. Avec l'ouverture depuis, ça fait 3 ans maintenant, de l'université Denis Sassou Nguesso, ça donne un peu plus d'ouverture. Et puis maintenant, ici à Pointe-Noire, nous avons l'université catholique du Congo-Brazzaville. Elle est de taille modeste. La faculté de sciences et technologies est en mesure d'accueillir 900 étudiants, en gros, la première année jusqu'au master, 900 étudiants. Mais nous pensons, nous travaillons pour que l'université soit vraiment une université, parce que nous allons ouvrir également d'autres facultés, notamment une faculté de droit et de management des organisations. Nous pensons à d'autres facultés, où est-ce que des formations en santé, ainsi de suite. Mais bon, c'est des choses que nous allons présenter aux évêques et également à la République, au ministère de l'Enseignement supérieur, pour valider ces propositions et qu'elles soient mises en œuvre, avec évidemment le challenge qu'il faut trouver aussi des financements pour construire de nouveaux locaux ici et accueillir ces facultés. Mais avec une faculté, on n'a pas encore une université en tant que telle. Il nous faut au minimum 2 autres facultés pour que nous ayons une université. Est-ce que c'est une précipitation de déjà avoir le nom de l'université ou le soit de l'Institut catholique universitaire? Non, ce n'est pas une précipitation. D'après votre dire, on a l'impression que jusque-là, vous n'avez pas obéi au caractère universitaire pour avoir ce titre d'université au lieu du titre d'institut catholique universitaire. Non, au départ, nous pensions commencer avec deux facultés. Une faculté de sciences et une faculté de droit. Enfin, au départ, non. Au départ, on pensait à une faculté de droit. Ensuite, les pétroliers nous ont demandé de commencer par une faculté de sciences, mais nous voulions commencer par 2 facultés, une faculté de sciences et une faculté de droit. Les moyens financiers ne nous ont pas permis de lancer en même temps les 2 facultés, maman. Oui, les 2 facultés. Donc nous sommes en train de travailler pour que la faculté de droit et de management des organisations puisse se faire. Si vous faites le tour des bâtiments pédagogiques ici, notamment de la faculté de sciences, vous allez voir qu'il y a beaucoup de salles. Et il est possible matériellement de tenir ensemble pendant 3 ans au maximum la faculté de sciences et une faculté de droit, par exemple. C'est possible. Mais il faut avoir l'assurance qu'au bout de 3 ans, les bâtiments d'une nouvelle faculté seront déjà prêts pour que ne soit pas engorgée la faculté de sciences et de technologie. Oui, parce que nous avons mené une petite enquête avant de tenir cette émission. On s'est rendu compte que nombreux sont ceux-là qui vont à Brazzaville, par exemple, pour la faculté de droit. Est-ce que c'est sur cette base que vous vous êtes orienté ou que vous avez ce souci, coûte que coûte, de créer la faculté de droit pour essayer un peu de désengorger également l'université Marie-Ngouabi? Bon, je pense à un pays voisin, je pense à un pays voisin ici, qui est le Cameroun, où à Yaoundé, ils ont 2 universités. Il y en a une à Douala, je ne sais pas s'il n'y en a pas une deuxième à Douala. Enfin, à Yaoundé, il y en a 2, disons qu'à Douala, il y en a une. Il y en a une à Tchang, il y en a une à Garoua, il y en a une à Bouéa, je ne sais pas encore où. En fait, ils ont au minimum 6 universités d'État, au minimum. Le Congo n'en a eu qu'une pendant longtemps. Elle en a maintenant 2, elle en aura 3 bientôt, puisque
le président a fait la pose de la première pierre d'une université d'État à Pointe-Noire, ici. Il n'y a pas de concurrence entre les universités ni entre les instituts d'enseignement supérieur. Il faudrait parler plutôt d'une saine émulation. S'il y a d'autres universités, d'autres enseignements supérieurs, d'autres instituts d'enseignement supérieur qui se créent, comme ici à l'Université catholique d'Afrique du Congo-Brazzaville, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour la diversité des styles d'enseignement qui sont donnés, pour également permettre aux parents de choisir ce qu'il faut pour leurs enfants et qu'ils ne soient pas obligés, à défaut, d'envoyer leurs enfants dans une institution parce qu'il n'y a rien d'autre. Et donc, si nous voulons, pour répondre à votre question, créer cette faculté de droit et de management des organisations, ce n'est pas pour nous précipiter ou faire concurrence à d'autres, c'est parce que la ville de Pointe-Noire, qui est une ville économique et industrielle importante, mérite aussi d'avoir un bassin de formation dans les domaines du management des organisations, dans le domaine de la gestion. Moi, j'ai fait ma petite enquête ici à Pointe-Noire et j'ai découvert que beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine de la gestion des entreprises, ainsi de suite, ou dans la comptabilité, sont des personnes qui viennent d'ailleurs, d'autres pays d'Afrique centrale ou même de plus loin, et que les jeunes Congolais ne sont pas impliqués dans cela. Donc il faut donner la chance. C'est dû à la formation? Oui, c'est dû à la formation, effectivement. C'est ce qu'on me dit, c'est dû à la formation ou au manque de formation. Et donc il nous faut donner cette formation pour que les entreprises qui sont ici à Pointe-Noire, ou celles qui sont à Brazzaville, mais parlons déjà de Pointe-Noire où nous sommes, puissent recruter des jeunes Congolais et que les jeunes Congolais prêtent leurs services dans ces entreprises en matière de gestion, de droit, ainsi de suite. Nous parlons beaucoup de technologie jusque-là. Nous ne savons pas quelles sont les options disponibles dans cette université et comment faire cette entrée au niveau de l'université catholique. Nous avons essentiellement dans la faculté de sciences et technologies des enseignements en géosciences. Les géosciences, c'est important, c'est la géologie, et puis tout ce qui tourne autour de l'environnement, de l'écologie. Nous avons la chimie, la physique, la biologie, et la biologie animale et végétale d'abord. Animale et végétale d'abord, parce que nous sommes dans le bassin du Congo, hein, donc avec la forêt, des essences végétales. Nous avons aussi la gestion de la faune, la gestion aussi de l'élevage, et donc la biologie animale est très très importante. La biologie végétale également, qui peut aboutir sur d'autres domaines comme la pharmacopée, la pharmacie, ainsi de suite. L'utilisation de tout ce qui est plante de la forêt pour la vie des gens, la vie ordinaire des gens. Nous avons également les mathématiques. Bon, les mathématiques, c'est la science mère, hein, donc on ne peut pas faire, je pense, de physique ni de chimie sans un minimum de mathématiques. Donc, les mathématiques qui ouvrent également à l'informatique. Donc nous avons une section mathématiques, informatique et physique. Nous avons une formation physique, géosciences et chimie. Nous avons également une section biologie, géologie et chimie. Alors, au premier semestre, les étudiants s'essayent à faire un petit peu toutes ces choses et ensuite ils choisissent, avec l'aide des enseignants, en fonction de leur capacité de production dans telle ou telle matière, ils choisissent, ils sont orientés dans tel ou tel autre domaine. Okay. Mais c'est vraiment des formations tout à fait performantes, puisque si on fait de la chimie, ben, on peut travailler dans le pétrole, on peut aussi travailler dans les laboratoires. Toutes les formations sont liées à des métiers que nous proposons aux étudiants et aux parents
pour éviter de faire des enseignements en l'air comme ça qui n'aboutissent sur aucun impact professionnel concret. Donc une formation est liée à une profession. En même temps, nous avons une formation sur l'entrepreneuriat pour permettre à des étudiants également de ne pas attendre qu'au terme de leur formation, on leur propose un emploi, mais plutôt qu'ils soient capables eux-mêmes, avec l'aide aussi d'autres personnes qui sont mieux aguerries qu'eux, de mettre en place une entreprise, une société de ceci ou de cela. Est-ce que c'est une université qui garantit déjà l'emploi d'un étudiant au sortir de... Non, je ne prendrais pas le risque. Non, non, mon cher Lilian Chanel, je ne prendrais pas le risque de dire que nous allons garantir l'emploi aux étudiants. Non. Mais nous prenons tout ce qu'il faut, nous mettons en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'ils aient la capacité, pour ceux qui le décident, de mettre en place eux-mêmes une entreprise ou une société avec l'aide, comme je l'ai dit, de professionnels. Oui, ça nécessite des moyens, la société aussi. Oui, oui. Créer une société, il faut qu'il y ait des moyens. C'est vrai. Financiers. Il faut des moyens financiers, il faut un emprunt. Oui, c'est vrai que nos banques ne fonctionnent pas toujours de cette façon-là. Pour permettre à des étudiants, enfin des jeunes qui se lancent dans une entreprise. Mais ça aussi, c'est un challenge pour l'université de permettre, en lien avec des banques, et ça, nous allons l'expérimenter. Nous n'en sommes qu'au 5e mois de notre parcours. Donc travailler avec des banques pour leur demander de mettre à la disposition d'étudiants un certain nombre de garanties financières pour créer, par exemple, une entreprise. Est-ce que l'université a des partenariats avec les entreprises pétrolières et tout, pour permettre à ces étudiants-là d'être tout le temps en stage, pour approfondir nous n'avons pas théorie-là, bien que c'est lié à la pratique ici également? Nous n'avons pas encore formalisé la question des stages avec les entreprises, mais nous avons déjà des partenaires qui sont notamment Total et la SNPC, qui sont nos partenaires dans ce projet, et avec lesquels auxquels nous allons demander de prendre plusieurs étudiants en stage dans tel ou tel autre domaine, et puis avec la chambre de commerce de Pointe-Noire, avec laquelle il y a quelques années nous avions déjà pris contact, nous allons relancer ces contacts pour que des étudiants puissent faire des stages en entreprise, mais des entreprises à Pointe-Noire, il y en a. Et donc un bureau des stages va être créé déjà au niveau de la faculté des sciences pour faire le lien entre des entreprises et des étudiants, et que ce bureau des stages puisse suivre la formation de ces jeunes dans les entreprises. L'abbé Olivier, qui doit être étudiant de la faculté, sinon de l'université catholique? N'importe qui? Sinon, avec quel bac il faut être à l'université? Normalement, ce sera avec tous les bacs. Pour l'instant, c'est la faculté des sciences, donc ce sont tous les bacs scientifiques et même techniques, tous les bacs scientifiques. Mais nous avons mis en place un test, on ne va pas dire un concours comme tel, un test avec 3 matières fondamentales pour nous, les mathématiques, la culture générale et l'anglais. Donc un test que nous proposons, nous proposons aux étudiants qui veulent venir ici. Et à la base de ce test, nous voyons quels sont ceux qui sont en mesure d'être chez nous. Ce n'est pas un écrémage, ce n'est pas un écrémage pour dire qu'il y en a qui ne sont pas en mesure de faire des études universitaires, mais ça nous permet déjà de jauger le niveau des étudiants que nous recevons. C'est très important. Pour que les enseignants soient en mesure de s'adapter à la situation intellectuelle des étudiants et de les faire monter plus haut. Mais évidemment, si vous prenez quelqu'un à 3, c'est difficile de le faire monter à 10. Si vous le prenez à 9, c'est bien plus facile de le faire monter jusqu'à 12. Donc c'est un test que nous proposons aux étudiants. Il vous est déjà arrivé de recaler les étudiants? Oui, pour la première promotion? Oui.
malheureusement. Pas, ils ne sont pas nombreux, mais ça s'est trouvé, oui. On dit de l'abbé Olivier qu'il est très drastique dans... Bon, ce n'est pas moi qui organise le concours, hein, ce n'est pas moi qui... Ça, c'est la faculté de sciences. Hein. C'est la faculté de sciences, il faudrait rencontrer le doyen de la faculté de sciences pour qu'il vous dise mieux. Mais il nous faut de la rigueur. Il nous faut de la rigueur, et c'est ce que nous demandons aux étudiants qui viennent ici. Et le cadre que nous avons permet cette rigueur parce que nous sommes loin, très loin des bruits de la ville, très loin des bars, ainsi de suite. Donc, ils peuvent travailler sérieusement ici. Ils le peuvent. Et les enseignants que nous avons sont très, très impliqués, très engagés pour faire ce travail, malgré toutes les difficultés que nous avons. La formation, la durée de la formation est de combien de temps? Et est-ce que le corps professoral de l'université catholique est qualifié? Qui doit être professeur de cette université? Nous avons des enseignants qui sont de multiples acabits. Il y en a qui sont des professeurs, des enseignants d'université, assistants, maîtres de conférences. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul professeur titulaire. C'est d'ailleurs une dame, la sœur Martine Makanga, qui est professeure de médecine. Mais nous avons donc des assistants, des maîtres assistants, des maîtres de conférences. Nous avons aussi des professionnels d'entreprise, des ingénieurs de pétrole, ingénieurs en géosciences. Et donc, pour une faculté de sciences et technologies, pour ne parler que de celle-là que nous avons jusqu'à présent, c'est important d'avoir ce mixage-là de professionnels et puis d'enseignants de faculté pour permettre aux étudiants de faire à la fois une expérience intellectuelle sûre et en même temps une expérience professionnelle et technologique avec des ingénieurs qui ont fait ce métier depuis de longues années. Je pense à un ou deux autres qui ont travaillé chez Eni, qui ont travaillé chez Total et qui apportent leur expérience de travail aux étudiants. Et sur quelle base vous les recrutez? Nous les avons recrutés parce que des sociétés pétrolières nous les ont recommandés. Et nous avons vu également leurs états de service. Et pour ceux qui sont enseignants, évidemment, nous vérifions que leur parcours universitaire a été couronné de succès et que les diplômes qu'ils nous présentent sont des diplômes sérieux. Pour la petite histoire, il y a quelques années, j'étais dans une université comme enseignant et on s'est aperçu qu'un enseignant de l'université qui présentait un diplôme, un doctorat, n'avait jamais fait de doctorat. Des faux, il en existe. Et donc, il faut toujours vérifier la qualité, la véracité des diplômes qui nous sont présentés. Ça veut dire qu'on peut également vous recommander un étudiant tout en vérifiant ses diplômes. Un étudiant comme enseignant? Non, un étudiant comme étudiant. Ou un lycéen, un bachelier si vous voulez. Hein. Bien un entendu. Bachelier, on vous Bien recommande, entendu. Bien entendu. Sans passer par un test. Nous ferons le test quand même. Nous ferons le test parce que si vous nous recommandez quelqu'un, ça veut dire que vous êtes sûr que cette personne est capable de faire des études universitaires. Et le test que nous faisons passer aux étudiants, ce n'est pas vraiment un test extraordinairement éliminatoire. Donc si un étudiant arrive chez nous, recommandé, je pense qu'il est en mesure de passer le test de mathématiques qu'un élève de terminale pourrait faire. Nous ne proposons pas des tests de mathématiques au niveau de la 3e année d'université. Ce sont des tests au niveau de la terminale. Mon père, la durée de la formation était combien d'années? Nous sommes partis cette année pour arriver au terme d'un cycle de licence, donc sur 3 ans. Et au bout de 3 ans, nous nous préparerons à mettre en place la formation en master. Et la formation en master, elle dure 2 ans. Donc nous partons sur un cycle de 5 ans. Mais pour l'instant, nous travaillons à consolider le parcours de licence sur 3 ans, comme dans toute université.
Est-ce que cette formation est réservée exclusivement aux catholiques ou elle est ouverte à... Ah non, non, mon cher Lilian, je, je m'amuse, mais c'est un amusement sérieux à dire que catholique et universel, c'est la même chose. Et université, ça veut dire aussi universel. Donc notre université catholique est ouverte à tous les étudiants, quelle que soit leur opinion religieuse, politique ou autre. Je me rappelle toujours que dans l'université qui appartient aussi aux évêques du Congo, parce que l'université catholique d'Afrique centrale, qui est à Yaoundé, est une université des pays d'Afrique centrale. Nous avons toujours dit il y a des musulmans, il y a d'autres aussi, des membres d'autres églises. Il n'y a aucune discrimination à partir de la religion, absolument aucune. On ne vous demandera pas de présenter votre fiche de baptême, absolument pas. Par contre, l'université catholique a son identité propre, c'est une université catholique, et donc les étudiants et les enseignants qui y viennent, alors qu'on ne leur demande pas d'être catholiques, doivent respecter le caractère propre de l'université catholique. L'identité catholique. L'identité catholique. C'est-à-dire qu'ils ne viendront pas ici pour dire on va organiser demain un culte musulman, ainsi de suite. Non, c'est l'université catholique et on respecte cela parce que les catholiques respectent également l'identité des autres. Donc ce respect-là, il faut qu'il soit mutuel. C'est important. Mon père, nous allons vers la fin de cet entretien. Mais quelques questions de curiosité toujours. L'université catholique, mais quand on y rentre, on ne trouve pas de marque catholique. Pas de grotte, pas de croix, rien. On a l'impression que cette identité catholique est un peu mise en réserve. Non, il n'y aura pas de grotte, je pense qu'il n'y aura pas de grotte. Par contre, il y aura une chapelle, un lieu de prière. Qui n'était pas réservé dans le plan initial. Si. Le lieu était réservé dans le plan initial, mais le financement, donc la construction de ce lieu, revient aux évêques et non pas au fonds initial donc de 17 millions de dollars dont je parle. Il revient aux évêques de chercher l'argent pour la construction d'une chapelle. Il faut qu'il y ait une chapelle, un lieu de... Et il y aura un aumônier bien sûr, pour la vie, comment dirais-je, spirituelle des étudiants. Il y aura un aumônier. Ah non, ça ne peut pas, dans toute université catholique, il faut qu'il y ait un aumônier, il faut qu'il y ait une chapelle. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens, peuvent rencontrer l'aumônier pour partager des soucis sociaux ou psychologiques qu'ils peuvent avoir, sans pour autant que l'aumônier ait une influence pour leur demander de ne plus être musulmans, par exemple, ou d'être catholiques. Pas du tout. Mais ils peuvent se convertir s'ils veulent. Chacun est libre de devenir catholique, ou un catholique est libre de devenir musulman. L'abbé Olivier, qu'est-ce qui fait la particularité de cette université par rapport à d'autres? La formation que nous... Oui, on en trouve. Oui, la formation dans toute université catholique, et nous ne faisons pas d'exception par rapport aux autres universités catholiques, c'est une formation intégrale, c'est une formation humaine. Et nous avons ici mis en place, créé un règlement intérieur qui tient compte de la spécificité catholique, c'est-à-dire du respect de l'intégrité physique, morale et spirituelle de chacun. Et en même temps, la formation que nous donnons, c'est une formation humaine intégrale. Nous avons par exemple un cours sur la doctrine sociale de l'Église, mais qui n'est pas un cours de catéchisme. Qui s'impose à tout le monde? Oui, qui s'impose à tout le monde. Cette année, c'est moi qui assure cet enseignement. C'est un enseignement à cheval sur la philosophie, sur la sociologie et en même temps sur l'écologie, pour montrer que tous les êtres humains, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur race, quelle que soit leur opinion politique ou religieuse, appartiennent à la même race humaine et qu'ils ont en commun de vivre ensemble et de favoriser
l'émergence d'une culture universelle avec les particularités de chacun. Et en plus, comme nous sommes dans le bassin du Congo, cet enseignement de la doctrine sociale de l'Église prend en compte l'écologie avec la promotion du respect de la nature, parce qu'on peut la détruire très facilement en détruisant la forêt, avec les déchets toxiques qui peuvent exister dans nos villes, avec l'exploitation anarchique du pétrole. Donc il faut que tout cela soit préservé, et dans la doctrine sociale de l'Église, l'écologie a une place capitale. Le pape François a d'ailleurs fait une lettre spéciale, une encyclique spéciale sur l'écologie, parce que la terre, c'est notre maison commune, il faut la préserver. Tout à fait. Alors, sûrement, nous allons, à la fin de cette émission, l'abbé, est-ce que le coût de la formation de cette université est à la portée de tout le monde? Non, non. Non, pas à la portée de tout le monde. La scolarité, chaque année, les droits de scolarité sont de 1 529 000 francs chaque année. Mais il n'y a pas que cela, il faut que les parents puissent payer le transport des étudiants, il faut qu'ils payent plein de choses pour leurs enfants. Pour les familles modestes, c'est énorme, surtout dans le contexte actuel du Congo, où on attend que les salaires arrivent, mais on peut les attendre 2-3 mois, c'est pas facile. Par contre, une formation intellectuelle comme celle que nous donnons ici n'a pas de prix. Elle pourrait coûter infiniment plus cher que ce que nous demandons. Mais nous ne pourrons pas demander plus. Ce que nous demandons là, c'est vraiment le strict minimum pour permettre le fonctionnement ordinaire de l'université. Vous avez tenu compte du revenu mensuel du Congolais lambda? Vous avez juste tenu compte de cette science que vous allez inculquer aux enfants? Non. Et du coup, ça crée un peu de dysfonctionnement entre ce parent-là qui veut bien demander à son enfant d'intégrer l'université catholique. Voilà ce que je dis à des parents que je rencontre ici. Si vous voulez envoyer votre enfant à Dakar, au Maroc, ou en Europe, pour ceux qui ont un peu plus de moyens, ça vous coûtera infiniment plus cher que les 1 529 000 qui vous sont demandés ici. Et en plus, le résultat n'est pas garanti quand vous envoyez les enfants ailleurs, surtout quand ils sont jeunes, enfin les jeunes, pas les enfants, les jeunes, parce que vous n'êtes pas sûr qu'ils seront bien encadrés là-bas. Et puis il y a des frais humains, un coût humain énorme, parce que il se peut que l'enfant ne réussisse pas sa première année, il va traîner, ainsi de suite. Ici, nous garantissons au moins un suivi des étudiants avec le minimum que les parents peuvent donner. Nous savons que les familles modestes ne peuvent pas débourser 1 529 000. Ça, nous le savons. Nous le savons. C'est injuste. C'est injuste. Parce que dans un pays comme le nôtre, l'accès aux études devrait être réservé, enfin, devrait être ouvert à tout le monde. Et c'est pour cela que l'Université catholique du Congo-Brazzaville, et ça je le dis en m'adressant à nos supérieurs, les évêques, devrait mettre en place un fonds de bourse pour permettre à des étudiants qui sont d'origine modeste d'avoir au moins la possibilité de venir ici, même si on ne leur paye pas la totalité de leurs études, mais qu'on leur assure au moins la moitié. Que vous lancez aux évêques? Oui, mais j'ai déjà lancé cet appel-là. Hein. Ce n'est pas ici que je le lance. Je le leur ai déjà dit. Donc, pour eux, ce n'est plus un secret que seulement je tienne ce discours. Ils ne réagissent pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas de la conférence épiscopale. Vous êtes le président de l'université. Oui, mais on verra. Nous n'en sommes qu'à 6 mois de la rentrée. Enfin, ça fait 6 mois que nous avons commencé. Nous allons voir. Mais en principe, l'année prochaine, il devrait y avoir déjà un minimum de fonds de bourse. Et puis il n'y a pas que les évêques. Nous sommes une société congolaise où il y a des personnes qui facilement, très facilement, même trop facilement, peuvent donner 500 000, 600 000, 1 million dans l'année à quelques étudiants. Et donc l'appel que je fais, ce n'est pas un appel seulement aux évêques, mais à des entreprises,
à des personnes qui ont les moyens de nous aider à faire vivre cette institution, qui n'est pas une institution de l'Église, mais qui est une institution au service des jeunes Congolais. Ok. C'est-à-dire que l'université n'a pas de fonds de fonctionnement. Nous n'avons pas de fonds de fonctionnement. Nous attendons, mais nous attendons avec espérance, mais nous faisons sans pour l'instant. Les sociétés pétrolières, Total, Chevron et SNPC, ainsi que la République, se sont engagés en janvier 2024 à nous donner les moyens d'un fonds de démarrage de l'université. 700 millions de francs CFA nous avaient été promis en janvier pour un fonds de démarrage. Mais quel est l'apport des évêques à ce moment-là dans le déroulement, dans l'organisation de l'université? Très rapidement, nous sommes à la fin de l'émission. L'université, elle est la création des évêques. Donc les évêques sont normalement, de manière habituelle, les responsables de la vie économique de l'université. En lien avec, évidemment, ceux qu'ils ont mis ici à la tête de l'université pour gérer la vie ordinaire. Mais je suis sûr que les évêques ont bien perçu l'appel que nous leur avons fait, ont bien reçu cet appel, et je suis sûr qu'ils sont en train de s'activer pour que nous ayons les moyens de notre politique. L'abbé Olivier Massamba Lobelo, c'est pratiquement la fin de cet entretien. Si vous avez été demandé de conclure cet entretien, cette émission, que diriez-vous? Et comment est-ce que les parents qui veulent envoyer leurs enfants à cette université, ou comment ils devront faire, comment ils devront vous contacter pour revenir à l'université? Je rappelle qu'Oliambou, c'est à 20 km. Oui, à 20 km du Pointe-Noire. Du Pointe-Noire, voilà. Ce n'est pas loin. Alors, comment vous contacter, comment arriver? Je dis d'abord merci à vous, mon cher Lilian, et puis aux techniciens qui vous accompagnent. Merci beaucoup. Parce que cette émission permet à un plus grand nombre de savoir que l'Université catholique du Congo-Brazzaville existe et qu'elle a commencé à fonctionner. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'elle a commencé à fonctionner et qu'elle fonctionne bien, malgré les aléas qu'elle rencontre. Donc la meilleure manière, c'est d'aller à la rencontre, d'aller rencontrer les autorités de la CEDUC, la Commission épiscopale de l'éducation catholique, donc à Brazzaville, ainsi que les sections diocésaines qui existent. Dans chaque diocèse, il y a une sous-section de la Commission épiscopale pour l'éducation catholique, et pour prendre toutes les informations nécessaires. Et en même temps, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à assurer le lancement de cette première année. Je ne voudrais pas les citer pour ne pas blesser leur humilité, mais il y en a une dont je ne pourrais pas taire le nom quand même. C'est le président de la République qui nous a permis d'avoir ce joyau, que les gens viennent ici, qu'ils regardent, qui nous a permis d'avoir ce joyau qui, je suis sûr, s'agrandira pour le bien de l'enseignement supérieur du Congo. Et la deuxième personne à laquelle je voudrais dire merci, c'est la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, qui est venue sur ce lieu à 2 reprises et qui a donné l'agrément à cette université pour qu'elle puisse démarrer normalement, officiellement. Et nous attendons que toutes ces personnalités, et celles qui sont aussi à Pointe-Noire, nous accompagnent. Les personnalités économiques nous accompagnent, parce que l'université ne fonctionne pas pour elle-même, elle fonctionne pour la société. Et donc elle attend aussi de la société, des entreprises, des banques, un soutien pour que l'université puisse émerger et qu'elle fasse émerger aussi la société congolaise, la ville portuaire de Pointe-Noire déjà, et puis la société congolaise. L'abbé, s'il faut vous contacter, comment vous contacter? Un numéro de téléphone?
Un numéro de téléphone, je ne l'ai pas en tête, c'est le numéro du secrétariat de l'université. Je ne l'ai pas en tête ici, c'est dommage, mais je peux vous donner le mien déjà. D'accord, allez-y. Donc c'est le 06 881 11 27. 06 881 11 27, c'est le numéro du président de l'université. Et par ce numéro, vous aurez toutes les possibilités d'entrer en contact avec les services de la faculté de sciences et technologies, qui est la première faculté de l'université catholique du Congo. En ligne, on peut vous contacter aussi par mail? Par mail, oui. Et encore là, je donne le mien. Il y a un mail officiel de l'université, puisque nous avons un site. Je donne le mien. Et par le mien, vous pourrez aussi accéder à tous les autres services. Donc c'est le O, tout en minuscule, O, underscore, la barre de 8, MASS, M-A-S-S, A-M-B-A-L-O-U-B-E-L-O, @yahoo.fr. O, underscore, MASS-Loubello, @yahoo.fr. Merci beaucoup l'abbé Olivier Massamba Loubello de nous avoir reçus dans votre université pour cet entretien très édifiant pour ceux-là qui veulent bien intégrer l'université catholique de Brazzaville, du Congo-Brazzaville. Voilà. Donc merci à vous de cette réception. On se dit certainement à très bientôt pour d'autres initiatives poussant les gens à visiter l'université, mais surtout à se faire inscrire au niveau de cette université catholique du Congo-Brazzaville. Merci. Voilà, nous remercions également l'abbé Antonio Mabiala de l'autre côté de la CERAC, grâce à qui également nous avons tout le temps les possibilités de se mettre sur les halls de la CERAC pour des émissions tout le temps. Merci à l'abbé Antonio Mabiala. Merci à l'abbé Alain Louemba Makosso, lui qui nous a également fait cette faveur d'être à Pointe-Noire pour quelques réalisations justement. Merci également au colonel Yvan, monsieur Raoul Sika, la sœur Clarisse Koudissa de l'autre côté de la Séduc. Merci également à madame Archange Kondo, à monsieur Rifan Tiktikaya, de l'autre côté également de Luandidi, de la paroisse Christ-Roi. Je dis merci justement à Destin Bikuta de l'autre côté de la caméra et de la régie, grâce à qui, je l'ai toujours dit, le son et l'image vous parviennent. Grand merci également aux étudiants de l'Université catholique du Congo-Brazzaville. Alors quant à moi, je vous dis donc grand merci. On se retrouve à une prochaine occasion avec d'autres thématiques toujours. D'ici là, portez-vous bien. Merci bien et au revoir et à très bientôt avec le père Raphaël Bazebizonza, vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée au niveau de l'archidiocèse de Brazzaville, qui nous attend chaleureusement pour des réalisations. Merci aux chrétiens de l'Amérique latine de l'autre côté de l'équateur, où séjourne depuis un certain moment l'archevêque métropolitain de Brazzaville, son Excellence Monseigneur Bienvenu Manamika Bafuakwao, qui a assisté au 53e congrès eucharistique de l'autre côté de l'équateur. Merci l'abbé et on se dit à très bientôt. Surtout, portez-vous bien. Merci. Merci.